vais pouvoir commencer, peut-être, ouais. Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Aurélien Foutoyer, je suis web designer freelance sur Marseille. Et je suis avec vous aujourd'hui pour aborder la problématique de la lisibilité des caractères sur le web. Et tout particulièrement la problématique de l'optimisation de nos choix typographiques. Alors, le poids des mots, effectivement, parce que lorsqu'on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'en fait, sur le web, les mots et le contenu textuel a une importance toute particulière. Déjà, historiquement, en fait, quand on regarde, le web, à la base, c'était un ensemble de contenus textuels qui étaient reliés entre eux par des liens hypertextes. C'est vraiment que du texte, à la base. Alors si effectivement aujourd'hui les choses ont évolué, puisqu'on parle vraiment de contenu multimédia, aujourd'hui on a de l'image, enfin on a du texte, de l'image, de la vidéo, on a aussi de la 3D avec du WebGL, etc. N'empêche que le texte, c'est quand même vraiment le facteur principal de communication sur le web. C'est d'ailleurs pas pour rien en fait que quand on regarde, on s'aperçoit que Google a utilisé le texte pour faire de la pub via les Google AdWords par exemple. Donc il est intéressant en fait de s'interroger du coup sur la lisibilité de ce texte et puisque à quoi bon dépenser de l'argent à essayer de communiquer via internet si la cible peine à lire le message qu'on essaie de lui faire passer. D'où ma recherche sur l'optimisation de la lisibilité des caractères. Donc avant d'aller plus loin, en fait, il convient, je pense, on va tous se mettre d'accord. Je vais rapidement m'attacher au sens de ce mot lisibilité. Qu'est-ce que cette notion recouvre, en fait? Donc j'ai fait quelques petites recherches quand je me suis intéressé au sujet. La première chose que j'ai faite, en fait, j'ai regardé dans le dictionnaire. Et je me suis dit, en fait, la lisibilité, c'est quoi? Et donc là, en fait, je me suis aperçu que la lisibilité, c'était deux choses. Il y a une première définition qui est ce qui peut être lu sans peine et sans ennui. Donc ça, quelque part, ça fait un petit peu référence à une notion physiologique, c'est-à-dire, globalement, est-ce qu'on arrive à déchiffrer, décrypter chaque lettre? Est-ce que chaque lettre est lisible? Est-ce que j'arrive à lire correctement un texte? Et une autre notion, c'est ce qui est facilement intelligible. Alors là, c'est un petit peu différent en fait, c'est est-ce que je comprends le sens de ce que je lis? Et d'ailleurs, s'il y a des anglophones dans la salle, voilà là-bas, en anglais, il y a deux termes. La lisibilité, il y a deux termes. Il y a un premier terme en fait qui s'appelle legibility, qui fait référence à la première notion. C'est vraiment est-ce que j'arrive à décrypter, est-ce que mes yeux vraiment arrivent à déchiffrer les mots, les lettres? Et le deuxième, c'est readability, où là, c'est vraiment est-ce que je suis sur une page web, est-ce que je comprends en fait ce que je vois en fait? Est-ce que je comprends le sens du texte? Donc maintenant qu'on a vu un petit peu rapidement le sens de ce mot lisibilité, on va essayer de comprendre comment est-ce que les utilisateurs lisent nos pages. Comment on lit sur le web? Alors, on a tous appris à lire quand on était petit. Tout le monde sait lire dans la salle, je suppose. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît complètement naturel. C'est automatique. Sauf qu'en fait, quand on y regarde de plus près, c'est un processus qui est assez complexe. Et dans le cadre du web, en fait, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la lecture continue de ce qu'on appelle la lecture sélective. Donc la lecture continue, typiquement, c'est un long texte, des paragraphes. Je suis dans une lecture relativement longue. Je suis concentré à lire un paragraphe. Et la lecture sélective, c'est j'arrive sur une page web, on oublie ce contexte de paragraphe, etc. Mais on a plutôt plein d'infos qui sont ici. Donc là, on est dans le cas de la lecture sélective. Les processus sont différents pour les deux. C'est pour ça que là, je voulais vraiment les séparer.
Le cas de la lecture continue, donc c'est une situation de lecture longue sur un texte unique ou pas, en fait on s'en fout un peu si unique ou pas, mais typiquement c'est le cas d'un article de magazine ou de blog, sur un long article, comment ça se passe en fait. Alors voilà, ça c'est un exemple qui pourrait mettre en évidence un cas de lecture continue. Donc ça typiquement c'est un article de blog qui est affiché sur une plateforme une plateforme de blogging qui s'appelle Medium. C'est une nouvelle plateforme. Donc là typiquement voilà, on a un titre, c'est long, voilà, on est concentré à lire l'article, lecture continue. Alors ce qui est marrant, c'est que ce terme lecture continue, il est un petit peu trompeur parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la lecture, elle n'est pas linéaire. On ne va pas lire de façon linéaire, mais on va lire de façon saccadée. Alors ça, c'est un petit exemple en fait qui met en évidence le processus de lecture dans un cas de lecture continue. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que nos yeux vont parcourir chaque ligne de texte en faisant des petits bonds, qu'on appelle des saccades, et on va retomber sur des zones, en fait, des petites zones comme ça de fixation. Donc, nos yeux vont se fixer, donc là c'est les zones vertes. Ces petites zones-là, en fait, elles sont donc déjà on s'arrête, c'est très rapide, hein, on va s'arrêter quelques millisecondes en fait sur chaque point de fixation. Et c'est vraiment sur ces points de fixation en fait qu'on va capter l'information, qu'on va digérer en fait ce qu'on est en train de lire. Donc comment ça se passe? En gros, on arrive sur un point de fixation. Notre œil, il va essayer de décrypter la forme, ce qu'on appelle le squelette des lettres, pour essayer de faire un parallèle entre ce qu'on a dans le cerveau, parce que au cours de notre vie, on a intégré plein de formes de lettres qu'on connaît. On sait qu'un M, ça ressemble à ça, typiquement. Donc, quand je me trouve ici sur ce point de fixation, notre cerveau il fait un parallèle très très rapide. C'est un P, ok, c'est un P, c'est un R, ok, c'est un R, c'est un O, ok, c'est un O. Je le garde en mémoire et je passe à la suite. Et alors, ce qui se passe en fait, c'est que sur ce point de fixation, l'acuité visuelle, elle est vraiment maximale sur 3-4 caractères. C'est-à-dire que je vois nettement que 3-4 caractères. Et plus on va s'éloigner de ce point de fixation, plus l'acuité visuelle, elle va diminuer. Et on estime globalement que les limites, c'est à peu près 15 caractères à droite et à gauche de ce point de fixation. Et plus je pars, plus les lettres deviennent floues, et donc moins je décode en fait chaque lettre. Et je repars. Donc chaque ligne de texte, elle est constituée de plein de saccades comme ça. La petite flèche qui est en bas, c'est ce qu'on appelle des saccades régressives, c'est-à-dire que pendant qu'on est en train de digérer l'information que nos yeux ont intégrée sur un point de fixation, donc pendant les saccades, on digère. Et là, il peut arriver en fait que non, en fait, je sais pas, je suis pas vraiment sûr de ce que j'ai lu, etc. Ok, saccade régressive, je reviens. Ça nous arrive, on lit, hop, allez, ok, et on repart. Donc ça, c'est processus de lecture dans le cadre de la lecture continue. Donc il faut savoir que, alors globalement, on comprend bien ici avec ce schéma que la lecture n'est pas linéaire et qu'en fait c'est plus un décodage. On ne va pas lire chaque mot, mais on va plutôt décoder en fait le sens d'une phrase au fur et à mesure de ces saccades en fonction du contexte de lecture. Et donc c'est aussi ce qui explique, donc notre cerveau c'est un muscle, plus on lit et mieux on lit. Et ça c'est ce qui explique qu'un quelqu'un qui va lire régulièrement en fait aura entraîné son cerveau, il va lire plus vite que quelqu'un qui va lire pas très souvent, et donc le cerveau sera moins habitué en fait à ces réflexes-là, et donc la lecture sera un peu plus pénible, un peu plus longue. Donc là on est en lecture continue. Deuxième cas, la lecture sélective, très différent. Donc là en fait clairement on n'est plus dans un paragraphe, on arrive sur une page web avec des zones de contenu. Donc là on est un peu finalement en situation de recherche d'informations. Typiquement, une page d'accueil, une page produit, peu importe. Donc là, j'ai pris comme exemple la home de Amazon, amazon.fr. Là, on a un cas de lecture sélective. Alors, il y a plusieurs termes. On peut parler de lecture sélective. Il y a aussi lecture de consultation, je crois. Enfin, moi, j'emploie lecture sélective.
Alors donc là, il n'y a pas de paragraphe, on a des zones de contenu multiples, comme ça. Et donc dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va scanner la page, nos yeux en fait vont être attirés par des zones de contenu qui nous attirent. Alors on va voir les moyens en fait à notre disposition pour justement orienter le regard de l'utilisateur. Mais donc voilà comment ça se passe. Alors les ergonomes en fait quand ils font des tests en fait, ils ont des logiciels, ils s'appellent des logiciels d'eye tracking en fait justement qui vont suivre le parcours oculaire des utilisateurs sur une page web et qui vont réussir à mettre en évidence les zones de la page sur lesquelles l'utilisateur, enfin les yeux de l'utilisateur se sont le plus longtemps arrêtés. Donc voilà, c'est ce qu'on voit ici. Ces zones jaunes sont des zones sur lesquelles le regard s'est arrêté plus que sur d'autres. On appelle ça des cartes de chaleur. Voilà. Lecture sélective. Alors, il faut savoir en fait que si la lecture de livres, pour certains, c'est un peu compliqué. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas lire parce qu'ils n'ont pas été habitués quand ils étaient petits ou parce que ça les gonfle ou parce que, je sais pas, moi, j'aime pas lire des livres. Faut savoir que sur écran, la lecture, c'est encore plus compliqué. Ça demande encore plus d'efforts. Et ça, en fait, c'est lié à la nature même du support écran. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, la lecture sur écran, en fait, c'est des contraintes qui sont très fortes. Donc pourquoi en fait la lecture sur écran c'est compliqué? En fait il y a un ensemble de facteurs qui vont expliquer ça. En fait, déjà on a une hétérogénéité des supports, il y a beaucoup d'écrans sur le marché, il y a des vieux écrans tout pourris avec des luminosités, des contrastes, des couleurs qui vont complètement, qui seront pas du tout les mêmes en fonction des modèles, des définitions qui seront différentes, des résolutions qui seront différentes. Et le point principal, c'est cette fameuse grille de pixels au travers de laquelle notre contenu va s'afficher. Alors là, je m'arrête juste 2 secondes pour faire rapidement la distinction entre deux termes qu'on emploie et qui sont parfois employés à tort. C'est le terme définition et le terme résolution. Donc la définition d'un écran, c'est le nombre maximum de pixels en hauteur et en largeur. Typiquement 1024-768, 1440 par 900, etc. Les écrans sont différents. Et donc ça c'est le terme définition, et le terme résolution au contraire il fait référence à une densité de pixels sur une unité donnée. Donc on parle des inches, c'est des ppi, pixels per inch ou pixels par pouce en français. Un pouce c'est juste une unité de mesure en centimètres, ça fait 2 cm et demi. Donc c'est le nombre de pixels qu'on peut rentrer sur cette unité, sur cette zone. Donc on comprend bien que plus la résolution elle est grande, plus les pixels ils sont petits. Et donc plus les pixels ils sont petits, et plus on a un détail à l'écran qui est important. Et donc plus on va pouvoir représenter de façon très nette des caractères qui sont même très petits. Et à l'inverse, une résolution qui est très faible, on aura peu de pixels pour afficher un texte de paragraphe à 14 ou 16 pixels. Donc ce sera difficile de retranscrire à l'écran la forme de chaque caractère parce qu'on a peu de pixels pour le faire. Voilà. Différence entre définition et résolution. On a aussi la fréquence de rafraîchissement qui peut perturber notre œil. On a aussi des reflets parfois qui vont arriver sur l'écran, qui vont être gênants. Et puis on a la position du lecteur. Parce que contrairement à un lecteur de livres qui va être tranquillement installé dans son fauteuil, en général devant un écran c'est différent. Soit on bosse et on est plus ou moins bien installé, soit on a une position qui est moins confortable en règle générale. Donc tout ça en fait ça explique que la lecture sur écran elle est plus difficile que la lecture sur papier. Il y a des études d'ailleurs qui ont été faites qui montrent que globalement elle est 20 à 30% plus lente sur écran que sur papier. Donc dans ce contexte de lecture qui est difficile, il est important, on comprend qu'il est important d'optimiser nos choix typographiques pour justement faciliter la compréhension et la lecture de nos utilisateurs. Alors comment on s'y prend pour optimiser le confort de lecture? Donc en fait il faut savoir, ce serait trop simple bien sûr, qu'il n'y a pas de règle absolue en matière de typographie sur le web, mais il y a plutôt un ensemble de bonnes pratiques qu'on va voir tout à l'heure. Et puis il convient de distinguer lecture continue et lecture sélective, parce que comme on a vu tout à l'heure, les processus ne sont pas les mêmes. Donc là c'est pareil, les leviers
vont pas être les mêmes pour optimiser la lisibilité de nos pages. Dans le cas de la lecture continue, ça c'est un ensemble de leviers à notre disposition pour optimiser le confort de lecture. Alors, tout d'abord, ça paraît logique, le choix des caractères, on y reviendra un petit peu plus tard. Après, on a un triptyque ici qui est super important et il y a une relation en fait de dépendance entre les trois éléments qui vont arriver. C'est la taille du texte, l'interlignage et la longueur de ligne. Ça, sur le web, c'est hyper important. Alors, il n'y a pas de règle absolue. Là, les valeurs, c'est vraiment, c'est au cas par cas, tout dépend du choix du caractère, etc. Mais globalement, pour du texte de paragraphe, 14 pixels et plus, on est sur quelque chose de confortable, avec un interlignage d'1,3 à 1,5 fois la taille de texte, et une longueur de ligne qui va osciller entre 50, 45, 50 et 75 caractères. Bon, ça paraît un peu logique en fait, parce que quand on a vu tout à l'heure le processus de lecture continue, on a vu qu'on avait des saccades, etc. Bah, typiquement, plus la ligne est courte, plus on est obligé d'aller à la ligne rapidement, donc plus c'est fatigant, et puis plus la ligne est longue, plus on va avoir de saccades dans une ligne, plus on va accumuler d'informations, et plus à la fin de la ligne, le cerveau va travailler justement pour essayer de reconstituer tout ça, et sur un long texte, c'est fatigant. Voilà. Ah oui. Et on a aussi d'autres paramètres qui vont jouer sur d'autres leviers à notre disposition, le contraste du texte, l'espace autour du texte, l'alignement, typiquement la justification sur le web, globalement on dit que c'est pas forcément une bonne pratique, parce qu'on n'a pas vraiment, il y a des astuces, mais globalement on n'a pas vraiment les moyens de correctement justifier sur le web, donc on va se retrouver avec des mots qui vont parfois être très espacés, et donc ça va aussi perturber le processus de lecture, donc on a coutume de dire qu'on fait à gauche sur le web. Voilà. Donc alors on va voir un petit exemple d'article voilà, où on peut considérer que là globalement la lisibilité elle est correcte. C'est sur une autre plateforme de blogging assez récente, qui s'appelle Subtle Network, où donc là on a un titre en 28 pixels. Donc dans les deux cas on a des web fonts, on reviendra plus tard sur la distinction entre les fonts WebSafe et les web fonts, et des paragraphes. Donc là c'est un caractère qui s'appelle Proxima Nova. La taille de la hauteur d'œil, on est à 17 pixels. Interlignage 1,7, et on est à peu près en moyenne à 62 caractères par ligne. Voilà, c'est un exemple. Et là, concrètement, on peut dire que voilà, là on est dans un cas où la lisibilité est correcte. Donc alors là, on va passer sur le cas de la lecture sélective, où là, du coup, les moyens à notre disposition pour optimiser, ils vont être différents. On a tout d'abord une notion de hiérarchie, d'architecture de l'information. Quand on est sur une page comme Amazon, où en fait, il faut faire un travail de zoning et d'organisation de contenu qui va justement optimiser, favoriser le confort de l'utilisateur. Avoir des repères visuels qui sont contrastés justement pour attirer l'œil de l'internaute sur des zones spécifiques. Et on peut aussi, souvent c'est le cas d'ailleurs, utiliser des grilles de mise en page qui vont justement permettre d'aligner nos contenus, de rationaliser quelque part, d'organiser et de favoriser la lecture. Donc là j'ai repris un cas en fait, c'est le site Archiduchesse, il a été évoqué hier lors de la conférence de The Walking Web avec Patrice Cassard qui était le fondateur du site. Donc Archiduchesse, donc c'est un site français de vente de chaussettes. Là c'est la page produit, c'est pas la home, c'est la page produit. Là on peut considérer que en matière de lecture sélective, c'est plutôt un bon exemple, parce que y a plusieurs choses qui ont été mises en place, justement, qui ont été réfléchies pour optimiser cette lecture sélective. On a tout d'abord en fait un zoning, donc là on est plutôt sur l'architecture de l'information qui a été vraiment réfléchie, où globalement les choses elles sont calées, il n'y a pas de trucs un peu bizarres, on se dit ouais, qu'est-ce que je cherche, où est-ce que je suis, non c'est assez clair, on a un logo, on a une navigation, un panier, on a un double colonnage ici avec le descriptif du produit, le produit, donc les choses sont plutôt bien organisées sur la page.
On a aussi des zones contrastées qui vont permettre d'orienter le regard de l'internaute. Donc là, typiquement, le panier, ce petit rond de promo, le visuel produit qui se détache beaucoup du fond qui était plutôt dans les couleurs neutres. Et puis ces deux zones en bas avec le prix et le call to action, enfin le bouton d'achat, qui ressortent de l'ensemble de la page. Puis troisième petit exemple, on a aussi un travail sur la hiérarchie typographique qui a été faite ici, où on voit clairement en fait que le nom du produit se dégage bien, il est clairement distingué du descriptif. On a une zone qui correspond aux options d'achat, en fait, pareil, elles sont regroupées, elles sont détachées du descriptif, et on a toujours cette zone de le prix et le bouton d'achat qui sont aussi clairement visibles. Donc là, on peut considérer que, c'est d'ailleurs le cas en général, il est souvent pris comme exemple, que Archiduchesse a fait un bon travail d'organisation d'information ergonomique, etc., et qui va favoriser ce processus de lecture sélective. A contrario, j'ai vu récemment, du coup j'ai pris l'exemple, un peu un contre-exemple, même s'il n'y a rien de dramatique, mais c'est un petit peu un contre-exemple de ça. C'est un site en fait français qui vend des chaussures pour enfants. Bon, voilà, là clairement on comprend bien qu'on est sur un site qui vend des chaussures pour enfants, on peut tout à fait s'orienter, mais c'est un petit peu plus confus. Peut-être que l'utilisateur va utiliser un petit peu plus d'énergie pour s'orienter. Typiquement, la gestion de l'espace pourrait être optimisée. On a des zones avec beaucoup d'espace, des zones au contraire avec le menu à gauche un petit peu ratatiné. On a toute la partie ici de prix ajouté au panier, etc. Pareil, qui est un petit peu ratatiné. Le titre le nom du produit pourrait être un petit peu plus mis en avant. On pourrait aussi optimiser la hauteur la taille des caractères. Là, c'est du Times, je crois qu'il est utilisé. C'est en 13 pixels, c'est un petit peu petit, l'interlignage est un peu petit. On a des zones peut-être pas assez contrastées. Bon, voilà. Il y a des optimisations qui sont possibles. Relativement simples par rapport à ce qu'on a vu avant. On a quelques leviers en fait à notre disposition. Ça ne demanderait pas énormément de travail, mais on pourrait obtenir en fait une page qui soit plus lisible et qui demande moins d'efforts à l'utilisateur. Voilà. Alors, maintenant je vais arriver sur une partie qui est le choix des caractères. Donc, il faut savoir en fait que le choix d'un caractère, il est déterminé par sa fonction et que c'est ce qui explique qu'il faut distinguer le choix de caractères qui vont être utilisés pour des titres ou le choix des caractères qui vont être utilisés pour des paragraphes, parce que les deux n'ont pas la même fonction, tout simplement. Un titre, il a pour fonction d'être un résumé en fait de l'article qu'on va lire. Donc globalement, il est assez court, il est assez gros, il faut qu'on le voit de suite, qu'on le distingue immédiatement. Tandis qu'un caractère de paragraphe, il faut qu'il soit lisible même dans des petits corps de texte, même dans des écrans qui n'ont pas forcément des grosses résolutions, et donc les contraintes qui vont peser sur le choix des caractères de paragraphe est souvent beaucoup plus forte que les contraintes qui vont peser sur le choix des caractères qui vont être utilisés pour les titres. Voilà pourquoi on distingue les deux. Donc forte contrainte sur les paragraphes. Et puis on a aussi des caractéristiques intrinsèques propres aux caractères qui vont rentrer en compte dans nos choix, en fait, qu'il faut prendre en compte. Donc là, il y en a 4. Il y a la hauteur d'œil, il y a l'ouverture du caractère, son contraste et les spécificités du tracé. Je vais les prendre un par un rapidement et on va essayer de voir qu'est-ce que recouvre chaque caractéristique. Donc tout d'abord, la hauteur d'œil. Alors là, typiquement, en fait, on appelle aussi ça hauteur d'X. C'est la hauteur d'une lettre minuscule sans les ascendantes ni les descendantes. Donc c'est A, c'est M, c'est X. Ça, des fois, on dit hauteur d'X. Donc sur le web, en règle générale, pour des caractères de paragraphe, on a coutume de dire que si on veut optimiser la lecture, c'est bien de choisir des caractères qui ont une haute hauteur d'œil. Tout simplement parce que là, on a un exemple en fait du Times à gauche et du Verdana à droite. On voit que le Verdana a une plus haute hauteur d'œil. Typiquement, si je prends un texte à même taille, 16 pixels, 17 pixels, le Verdana sera plus haut et donc il sera plus lisible.
Donc plus on va réduire le corps de texte, plus les caractères à haute hauteur d'œil seront lisibles. Donc il y en a plusieurs, après voilà, c'est une des caractéristiques à prendre en compte. Deuxième caractéristique, c'est l'ouverture du tracé. Donc l'ouverture du tracé, c'est juste en fait, on a le tracé du caractère, c'est les endroits où c'est ouvert. Donc là on a deux exemples. À gauche on a de l'Helvetica, qui est pas très ouvert, et à droite on a une webfont avec une ouverture qui est plus grande. Alors pareil, dans le cadre de textes utilisés pour des paragraphes, c'est important en fait de se focaliser sur cet aspect des choses parce que toujours logique, écran faible résolution, petit corps de texte, les caractères avec des ouvertures petites vont avoir tendance à se boucher parce qu'on n'a pas assez de pixels disponibles à l'écran pour pouvoir vraiment placer correctement le tracé. Donc certains caractères vont se boucher. Il se passe d'ailleurs la même chose à l'intérieur des caractères, dans les contreformes. Les espaces à l'intérieur des caractères vont parfois aussi pouvoir se boucher. Donc, deuxième caractéristique à prendre en compte, ouverture du tracé. Troisième caractéristique, le contraste. Alors, on appelle contraste en fait la différence d'épaisseur entre la partie la plus fine du tracé d'un caractère et la partie la plus grosse. Typiquement, à gauche, c'est une webfont. C'est un tracé qui est très contrasté. Parce qu'on a des parties qui sont très fines et on a des parties au contraire qui sont très grosses. À droite, une autre webfont, l'Open100. Là, c'est un tracé qui est très peu contrasté. La largeur est quasiment la même tout le temps. C'est mieux d'utiliser pour les paragraphes des tracés qui sont peu contrastés, toujours pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que moins on a de pixels à l'écran, moins on va pouvoir faire la différence dans des petites tailles de texte entre ces contrastes, ces différences d'épaisseur. Des fois, on a juste un pixel, voire un demi, voire un tiers de pixel même disponible pour signifier une différence. Et donc, parfois, c'est très compliqué. Il y a des caractères qui se prêtent pas du tout à un emploi pour du texte de paragraphe. Ce qui est le cas, par exemple, de la police de gauche, Abril Fat Face. Ça, typiquement, pour du titre, ça peut le faire. Dans des grosses tailles, à 14, 15, 16 pixels, c'est illisible. C'est pas possible. Donc, un caractère optimisé pour le web, il utilisera, aura en général un tracé peu contrasté. Et dernière différence, c'est la spécificité des tracés. Donc, typiquement, en fait, c'est ce qui permet d'avoir des tracés qui sont distinctifs pour chaque lettre. Donc là, en fait, on a un ensemble de lettres, de chiffres. Donc I majuscule, I minuscule, I majuscule, un 1, un L minuscule, un L majuscule. On voit en fait que il y a certains tracés en fait qui vont matérialiser en fait une différence entre chaque lettre, et il y en a d'autres qui le font pas. Gilles à gauche, voilà, les trois caractères du milieu en fait, c'est impossible de les distinguer. Alors, faut faire une petite parenthèse, on a tendance à dire en général que sur le web, on lit le mieux ce qu'on lit le plus. C'est-à-dire que l'habitude du lecteur va rentrer en compte énormément et on va décoder un texte par rapport à son contexte. Donc, il peut aussi arriver qu'en employant un caractère comme ça à gauche, on puisse quand même comprendre le paragraphe qu'on est en train de lire parce qu'on a le contexte et que notre cerveau va réussir à faire le travail et ok, bon, on n'est pas trop perdu, on arrive à comprendre. Par contre, ça a une forte valeur quand on est dans un emploi justement avec un contexte qui est très limité, qui ne permet pas de faire ce travail en fait de reconnaissance des caractères par rapport au contexte. Typiquement, quand on a 2-3 mots, là les mots peuvent avoir un sens complètement différent, la phrase est pas suffisamment longue pour qu'on puisse décoder. Un logo aussi, ça peut arriver, juste une caractéristique importante à prendre en compte, spécificité du tracé. Alors, on a des caractères qui sont très spécifiques, enfin des fonts qui sont très spécifiques, d'autres qui le sont beaucoup moins. Alors là, je vais faire une petite parenthèse pour illustrer en fait l'importance de la forme d'un caractère par rapport au message qu'on peut véhiculer.
c'est une campagne marketing en fait qui a été faite par Coca-Cola, qui permettait en fait de customiser ces bouteilles en indiquant le nom de la personne avec qui on va partager le Coca. Alors le message initial, c'est partager un Coca-Cola zéro avec vos amis. Mais la forme de la lettre M peut prêter à confusion. On peut lire partager un Coca-Cola zéro avec vos anus. Personnellement, c'est ce que j'ai lu la première fois que j'ai vu ça. Donc là, typiquement, ça c'est la loose. C'est-à-dire que c'est vraiment un exemple en fait qui prouve que pour le coup la forme des caractères elle a vraiment son importance et que le message qui est véhiculé derrière peut être vraiment complètement orienté. Voilà, c'est super important. Dernier critère par rapport au choix des caractères, c'est l'optimisation du rendu. Donc là, je vais aller assez vite parce que c'est un peu technique, j'ai pas trop envie de vous perdre. Donc on a des caractères qui vont être optimisés pour le web et d'autres qui ne le seront pas. Il y a deux facteurs en fait qui vont jouer sur ça. En fait, un premier s'appelle le hinting et l'autre c'est le kerning, ça s'appelle crénage en français. On va voir ce que ça recouvre. Donc le hinting, c'est un processus en fait qui permet d'ajuster le tracé des caractères sur la grille de pixels de l'écran. Ces instructions mathématiques qui sont incluses dans les fontes, qui permettent, dans certains cas, surtout dans les cas où le caractère est tout petit, sur les écrans qui sont avec des très faibles résolutions, de dire j'utilise du Georgia à 10 pixels quand tu es en italique. Et le designer de caractère va dire le haut de ma courbe, je l'ajuste et je la fais coïncider exactement avec ma grille de pixels d'écran pour pas que le caractère soit un peu pour que le rendu soit meilleur. Donc un caractère en fait c'est des formes vectorielles à la base, ce qu'on voit à gauche, avec des points, des tangentes. À droite, on a la matérialisation de la grille de pixels, qui pourrait représenter la grille de pixels de l'écran, et comment est-ce que le tracé va correspondre avec la grille de pixels. Et là, ici, on a un travail de hinting. Alors, il faut surtout s'attacher en fait aux points gris. Donc, on a le tracé, et les points gris, en fait, ça va matérialiser les pixels qui vont être affichés à l'écran. À gauche, on n'a pas de travail de hinting. Le tracé, en fait, va parfois tomber entre 2 pixels ou être un petit peu décalé, etc. À droite, on a un travail de hinting, c'est-à-dire que là, on le voit clairement en haut, en fait. En haut, typiquement, le tracé il a été descendu, et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a une bonne symétrie entre les pixels du bas, les pixels du haut, les pixels de gauche, les pixels de droite. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais en fait, il faut savoir que le hinting, c'est vraiment super important et qu'on peut complètement transformer l'apparence d'un caractère à l'écran avec ce travail-là. Il y a d'ailleurs qui s'appellent des hinters. Il y a des gens qui font que ça, c'est leur métier, ils font du hinting. Les fontes Georgia, Verdana, elles ont bénéficié d'un travail de hinting phénoménal. Il y a eu des temps immenses qui ont été passés à ajuster chaque caractère pour chaque taille de texte dans différents styles, bold, italique, etc. Et donc ce qui permet d'avoir un super bon rendu de ces fontes-là, en fait, même sur des écrans relativement anciens, avec des faibles résolutions. Juste petite, alors oui, j'avais marqué donc le hinter hyper connu dans la profession, c'est Tom Rickner. C'est lui qui a participé au hinting de Georgia et Verdana. Et il faut aussi savoir que ce travail de hinting, il est valable que sur Windows, parce que sur Mac, Mac il possède son propre système en fait, qui va de toute façon pas prendre en compte ces instructions mathématiques. Mais il faut savoir que Mac, il a un propre système de rendu qui est relativement puissant et qui permet en fait d'avoir un rendu qui soit plutôt optimisé. En fait. Le deuxième moyen, c'est ce qui s'appelle le kerning, on appelle ça le crénage en français. Alors ça, en fait, ça permet tout simplement de modifier l'approche. Alors l'approche, c'est l'espace qui est à droite et à gauche d'un caractère. Chaque caractère, en fait, il y a un tracé, et puis il y a des espaces vierges à droite et à gauche qui font partie du caractère. Ces espaces-là, en fait, on va
le designer de caractère va pouvoir les modifier, avec aussi des instructions mathématiques qui vont être incluses dans les fontes. Et ça, en fait, c'est intéressant pour certaines paires de lettres. Typiquement, A, V, V, A. Voilà, là, on a deux paires, on a A, V, V, A. Donc, avant Kernighan, ça donne ce qu'on a à gauche. Après Kernighan, ça donne ce qu'on a à droite. C'est-à-dire que là, en fait, on va modifier l'approche. On va dire, quand un A il est à côté d'un V, tu réduis l'espace qui est entre les deux. Et ça permet, en fait, quand on est dans certains mots, d'avoir une lecture qui est plus homogène et d'éviter des trous dans le mot. Ce qu'on va voir là, en fait. Ça, c'est un exemple, en fait, que j'ai pris de Google Font, ce système Google qui met à disposition des web fonts, c'est gratuit. Donc, il y a des milliers de polices de caractères à disposition. Donc le premier caractère en haut de Droid100 qui est assez connu en fait a bénéficié de ce travail de hinting avec certaines lettres certaines paires de caractères en fait dont les approches ont été modifiées. Donc là j'ai pris le mot avatar. Et on voit que sur la deuxième, AV, VA ça fonctionne. Par contre la paire AT, c'est ça, ouais, AT et TA, elle a pas bénéficié de ce travail-là. Donc qu'est-ce qu'on a en fait? On a un espace qui est plus important au milieu du mot. Alors ça, à première vue, on pourrait dire, ouais, bon, on s'en fout. Bah non, en fait, on s'en fout pas. Parce que sur un long texte, ça permet quand même d'avoir un travail de kerning conséquent. Ça permet de faciliter la lecture, tout simplement. Et alors, dernier exemple, Quicksand, là, on n'a rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune paire dont l'approche a été modifiée. Donc, typiquement, on a le mot avatar qui ressemble à ça. Donc on voit qu'il y a quand même une différence entre le mot du haut et le mot du bas. Alors puisqu'on parle de Google Font, ça va me permettre d'aborder la question des web fonts. Donc sur le web, en fait, on a deux types de caractères à notre disposition. On a des caractères qui s'appellent web safe et des caractères qui s'appellent des web fonts. C'est deux types de caractères dont la nature est différente. Les web safe, c'est donc WebSafe pour une utilisation sûre sur le web. C'est des fontes qui sont installées sur la machine des internautes. Donc ces fontes-là vont dépendre du système d'exploitation et des logiciels qui sont installés sur l'ordinateur de l'internaute. Avant 2010, globalement, c'était le moyen le plus sûr pour afficher un texte sur le web. Il n'y avait pas 36 solutions. On avait un ensemble de caractères à notre disposition qu'on connaît tous en fait. Parce que toutes ces fontes-là, on les connaît parce qu'elles font partie pour ceux qui sont sur Windows, des suites Word, etc. On les a par défaut sur Mac, sur Windows. C'est des caractères qui sont communs en fait à un ensemble d'utilisateurs. Donc, il y a quelques avantages et inconvénients à utiliser ces types de caractères. Le premier avantage, c'est que c'est gratuit. Le deuxième avantage, c'est que c'est des caractères, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont optimisés pour l'écran, parce que ça fait longtemps qu'ils ont été créés. Quand ils ont été créés, les écrans, ils n'avaient pas la résolution qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, c'est des fonds qui ont bénéficié de temps conséquent, en fait, d'optimisation pour la lecture sur écran. Donc là, typiquement, on peut tout à fait lire une Georgia à 10 pixels. C'est possible. C'est juste que sur un texte très long, 10 pixels, ça va être hyper fatigant, mais on pourra distinguer la forme de chaque caractère. Ce sera possible. Optimisé pour l'écran. Inconvénient, on a un problème d'homogénéité parce que quand on affiche un site web en ne faisant appel que à des fonts web safe, les gens qui sont sur Mac, ils vont avoir une page qui est affichée avec leurs fonts à eux qui sont sur Mac, et les gens qui sont sur Windows, ils vont avoir accès à une page qui sont affichées avec leurs fonts à eux qui sont sur Windows. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des points communs. C'est qu'il y a des fonts qui sont utilisées, qui sont installées et sur Mac et sur Windows. Alors typiquement, Arial, quasiment 100% de disponibilité sur les deux systèmes d'exploitation. Voilà, alors, on peut optimiser les choix aussi si on veut une homogénéité parfaite en disant moi je prends que de l'Arial. Comme ça, je suis sûr que tout le monde va avoir le même texte. Après, on a des possibilités en CSS de déclaration de différentes fontes en disant la première, c'est celle que je voudrais qu'il soit affichée sur mon écran pour une majorité d'utilisateurs. La deuxième, c'est si jamais l'utilisateur n'a pas la première d'installer, il prend la deuxième. Et on a aussi des mots génériques, sérif, sans sérif,
où là, globalement, le système va décider lui-même, en fait, s'il a aucune de toutes celles-là, eh ben, je prends une sérif ou je prends une sans sérif. Voilà. Donc, problème d'homogénéité. Et puis, on a aussi un choix qui est restreint, parce que, ben, globalement, les fontes WebSafe, c'est quelques dizaines de fontes. Il n'y en a pas non plus, on les connaît tous, elles ont été archi utilisées sur le web. Voilà. Donc, depuis 2010, on a vu une petite révolution typographique sur le web, avec l'arrivée des webfonts. Alors les webfonts, alors là vous avez quelques exemples de webfonts. C'est pas des caractères qui sont installés sur le système d'exploitation de l'utilisateur, c'est des caractères qui sont installés sur un serveur distant et qui vont donc être visibles par tout le monde. Que ce soit un mec sur une nana sur Mac, sur Linux, sur Windows, peu importe, tout le monde va voir cette webfont là. Alors du coup, quand c'est apparu ce système-là, c'est génial, tout le monde a sauté dessus, nous les designers, on était fous, on va pouvoir utiliser des nouveaux caractères, c'est génial. Au début, il y a eu des abus complètement abusés, parce que les pages étaient illisibles, les designers, ils se faisaient super plaisir à utiliser des nouveaux caractères, sauf qu'en fait, ils en perdaient de vue le caractère lisible du texte qu'ils étaient en train d'afficher, c'est quand même un peu con, c'est la base du truc. Et puis petit à petit, on a pris conscience un peu de ça, on a intégré le fait que les caractères ils devaient être lisibles, le fait que les caractères aussi, les webfonts elles-mêmes ont évolué, et on a eu de plus en plus de caractères qui sont apparus comme ça. Alors il y a des services qui se sont greffés sur ça, alors là il y en a plusieurs. C'est des services qui sont gratuits ou payants et qui mettent à disposition des librairies de caractères complètes. Alors typiquement, on prend un abonnement ou pas, on va faire son choix, on va piocher, on dit voilà, ce caractère-là, moi il me convient bien, je veux l'utiliser pour du titre, pour des paragraphes, je le prends. Voilà. Tout le monde pourra le voir. Alors pareil, les avantages, des inconvénients. L'avantage de ça en fait, c'est que donc c'est une question de pertinence aussi, c'est que l'arrivée de ces nouveaux caractères, il a vraiment permis d'utiliser la typographie comme un outil au service de la direction artistique. C'est vraiment de dire, je choisis mon caractère en fonction du message que je veux faire passer. Je choisis mon caractère en fonction de l'univers du produit, en fonction voilà. J'avais pris une petite citation de David Rowe en fait, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Petit guide des choix typographiques, qui disait chaque caractère possède son propre passé, véhicule un bagage culturel, historique, social et crée par sa seule présence sur une page, au-delà du sens des mots écrits, une véritable ambiance. C'est-à-dire qu'un caractère, il a aussi une identité propre qu'on peut faire passer, qu'on peut utiliser en fait pour au service du message. Donc un autre avantage, c'est l'énorme choix de caractères qui sont arrivés, puisque là c'est plus des dizaines, mais c'est des dizaines de milliers. Le choix est presque trop immense, enfin, c'est énorme, c'est vraiment il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Et parfois il y a du n'importe quoi, donc là on arrive dans les inconvénients, c'est-à-dire que il y a des gros problèmes de rendu en fait sur certaines webfonts qui sont pas du tout optimisés pour un usage par exemple sur des paragraphes, ou qu'on a vu tout à l'heure, le kerning est mauvais et c'est pas optimisé. C'est un gars qui a créé sa fonte, qui l'a mis et qui dit voilà, moi elle est gratuite, vous pouvez l'utiliser, elle est gratuite. Mais la gratuité elle a parfois un prix. Problème de performance, et ça c'est un des trucs majeurs des webfonts, c'est-à-dire que étant donné que c'est une font qui est installée sur un serveur distant, ça veut dire qu'elle a un poids. Donc on va parfois rajouter des centaines de kilo-octets supplémentaires sur des pages pour afficher le caractère. Des problèmes de requêtes supplémentaires, donc performance, et le prix, parce que certains de ces services de mise à disposition de webfonts sont payants. Alors là, c'est un petit graphique en fait qui montre que globalement la tendance de l'utilisation des webfonts, elle est clairement à la hausse. Depuis 2010 en fait, c'est vraiment à la hausse. Ouais, c'est un peu dommage que j'ai coupé la légende, mais je peux vite vous l'expliquer. Donc ça c'est issu d'une étude en fait qui a été faite par un designer. C'est une petite étude typo sur les 50 sites à forte fréquentation. C'est international, c'est pas français. En 2009, elle a été refaite récemment en 2013. Et du coup, ce qui est sympa, c'est qu'on peut voir l'évolution. Alors le bleu, c'est ce qui correspond à l'emploi pour des paragraphes, et le rouge, c'est ce qui correspond à l'emploi pour les titres. Et en bas,
c'est le nombre d'occurrences trouvées. Donc là, typiquement, premier schéma, on a eu globalement, sur les 50 sites qui ont été visités, il y en a 17 qui utilisaient du Georgia comme caractère principal pour les paragraphes. Voilà, c'est comme ça qu'il faut arrêter. Donc à gauche, en 2009, on avait globalement les fontes qu'on a vues tout à l'heure en WebSafe, quoi, hein. Et en 2013, qu'est-ce qui se passe? On a vraiment une fragmentation en fait, un peu du marché, enfin de la typo sur le web, parce que certes, on a toujours du Georgia, on a toujours de l'Arial, mais on a des nouvelles fontes qui sont apparues, même sur des gros sites, sur des sites à forte fréquentation, type Chaparral Pro, Metaserif, etc., etc. Proxima Nova, celle que j'ai citée tout à l'heure, c'est vraiment la fonte qui est archi utilisée sur le web en ce moment. Voilà, donc il y a vraiment une forte poussée des web fontes qui sont la plupart du temps utilisées pour des titres, parce qu'il y a moins de contraintes qui pèsent dessus, donc c'est plus gros, etc. Mais qui sont aussi parfois utilisées pour les paragraphes, la lecture continue. Voilà, donc c'est possible aujourd'hui d'utiliser les web fonts pour des titres clairement, pour du paragraphe aussi, sauf que va quand même être super vigilant sur les critères de choix, donc les critères qu'on a vus tout à l'heure, pour éviter des problèmes de rendu. Et à un moment donné, il faut aussi faire la balance entre la question des performances, la question de l'identité du produit et qu'est-ce que je choisis entre les deux en fait. Voilà. Ça c'est après au cas par cas. Alors maintenant je vais arriver sur la question du rendu des caractères. Donc c'est un vaste sujet en fait, c'est le rendu des caractères sur le web, c'est un truc. Donc comme je l'ai dit, le rendu sur le web, il peut être affecté par énormément de facteurs différents, et connaître ces critères d'impact sur le rendu, il va aussi pouvoir nous permettre d'optimiser nos choix. Alors tout d'abord, il faut savoir que le rendu des caractères, il pourra être affecté par les systèmes d'exploitation. Chaque système d'exploitation possède ce qu'on appelle un moteur de rendu qui va se charger de pixeliser le texte en fait à l'écran et de le lisser en fait avec des systèmes qu'on appelle d'anti-aliasing. Chaque système a chaque Windows, Mac, etc. Ils ont leur propre système d'anti-aliasing de lissage de texte. Et tous ne fonctionnent pas pareil. Les lissages vont être différents, le rendu va être différent. Alors je ne vais pas m'arrêter sur tout, mais globalement, macOS, il a un moteur de rendu de texte qui va, en règle générale, avoir un rendu qui sera un peu plus gras, plus épais que sur Windows. Et Windows, il y a des grosses différences de rendu entre chaque version. Alors si on est sur du Windows XP, il y a des systèmes d'anti-aliasing qui sont... il y en a 3 en fait qui sont différents. Donc le premier c'est bitmap, il n'y en a pas, il n'y a pas d'anti-aliasing, le texte il est symbolisé par des pixels, juste des pixels, c'est pas lissé. Le deuxième c'est un lissage standard en niveau de gris, voilà. Le troisième c'est un système de lissage qui s'appelle ClearType qui a été mis en place par Microsoft qui utilise les photophores en fait. Chaque pixel est constitué de 3 bandes de couleurs, rouge, vert et bleu. Et en fait, le système ClearType, il va utiliser chacune des couleurs pour se dire, plutôt que d'avoir le repère le plus petit que j'ai pour afficher un caractère, l'unité la plus petite, c'est le pixel. Non, il y a aussi ces petites cellules luminescentes. Du coup, j'ai une précision de 1/3 de caractère. Parce que si j'allume que le bleu, j'ai 1/3 de pixels qui est allumé en fait. Donc je peux être encore plus précis pour afficher mon caractère à l'écran. Ils ont utilisé ce système avec ClearType. Au tout début, c'était un peu bizarre parce qu'on avait l'impression que les caractères ils étaient colorés. Des fois, on voyait Et puis maintenant, avec les nouveaux systèmes, Windows 7 notamment, ils ont amélioré ce système de ClearType qui fait qu'il est devenu un peu plus précis et on voyait moins les couleurs justement. Ce qui est rigolo, c'est que sur Windows 8, ils sont revenus en arrière, ils ont arrêté ClearType et ils sont revenus à un lissage standard en niveau de gris, donc au pixel, quoi. C'est niveau de gris, il n'y a plus les couleurs. Voilà. Donc, système d'exploitation joue sur le rendu. Là, c'est une petite illustration avec en haut, donc c'est le même texte. En haut, on est sur OS X et en bas, c'est Windows XP. Donc, je ne sais pas si ça se voit trop, oui, je pense. On voit qu'il y a une différence en fait en haut, le texte il a l'air plus gras, plus noir.
et en bas il a l'air beaucoup plus light. Alors typiquement c'est là où on comprend en fait que si on utilise des caractères qui sont trop contrastés, avec des parties de tracé qui vont être trop fines, dans ce cas-là, eh ben, parfois ça va carrément disparaître. Le caractère il va avoir des trous à l'intérieur, on va pas comprendre. Tandis qu'en haut, en fait, globalement, certes le rendu est plus gras, mais globalement on lit mieux. Alors ça c'est pareil, après c'est l'habitude aussi de chacun. Quelqu'un qui va être habitué à utiliser toujours Windows XP, quand on va le passer sur Mac, il va dire mais c'est moche, j'arrive pas à lire, je comprends pas, c'est trop gras, tu peux pas me remettre comme avant. Parce qu'en fait l'habitude du lecteur elle joue aussi énormément. C'est-à-dire c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une solution absolue. Non, ça n'existe pas aussi. Il faut aussi prendre en compte les habitudes de lecture de l'internaute. Alors il y a également un autre facteur qui va impacter le rendu, c'est les navigateurs. Chaque navigateur a aussi son propre système de rendu qui va influer aussi sur l'affichage des caractères à l'écran. Donc typiquement, il y a des moteurs des rendus différents pour certains. Donc on a WebKit, il y a Gecko, après il y a tous les IE. Alors les IE, pareil, ils ont aussi leur propre système de rendu. Alors ça devient un peu compliqué du coup cette question du rendu, parce qu'on se dit mais il y a vraiment il y a tout et n'importe quoi en fait, quoi. Et étant donné que je connais pas forcément à l'avance le système d'exploitation ni le navigateur de l'internaute, faut vraiment que je fasse super gaffe à la fonte que j'utilise, parce que si on se place dans le cas le plus défavorable, potentiellement ça peut être illisible. Exemple de différence de rendu. Windows 7, en haut c'est Chrome, en bas c'est IE8. Alors c'est peut-être un petit peu, on le voit peut-être un petit peu moins ici, mais globalement on a aussi cette question du lissage qui est différent. Et on a aussi là un truc qui joue, c'est l'approche des caractères. La position des caractères va être aussi affectée en fait, parce que le moteur de rendu des navigateurs va impacter non seulement sur le lissage, mais aussi peut impacter sur la position des caractères et parfois les rapprocher si il estime qu'il y a besoin. Alors il y en a qui ont ce système-là, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Voilà. Exemple, ça c'est un header. Sur Firefox, en haut, donc là je passe sur Mac, je suis OS X. Firefox ici, Chrome ici. Alors là la différence qu'on voit, c'est un truc qui est un petit peu, c'est très simple, c'est la paire de lettres WE. Firefox en fait, il a rapproché le W et le E. Chrome, il l'a laissé tel quel. C'est-à-dire qu'on a un espace là en fait entre le W et le E qui est pas normal sous Chrome. Il y a trop d'espace. Et donc ce qui se passe en fait, c'est que heureusement en CSS, on a quelques moyens. Faut que je me dépêche. Alors, ok. Alors le moyen qu'on a, c'est une propriété CSS qui s'appelle Text Rendering Optimized Legibility, qui va permettre en fait, même sous Chrome, d'avoir ce kerning en fait, ce travail de kerning, l'approche des caractères. Alors si j'ai fini, ouais, c'est Archimore là où il y a des gens qui attendent. Bon, j'avais des outils en fait de test à vous présenter, mais j'ai été trop long. Désolé, vous pouvez venir me voir si vous voulez après, on pourra discuter. Merci.